Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode dédié au paradisme. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Ananta et Fanny qui vont se présenter à vous tout de suite. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on a tous aux lèvres en ce moment, c'est le coronavirus. Donc on va pouvoir un peu décortiquer tout ça d'un point de vue du travail, de la liberté, aussi de l'incompétence de nos gouvernements et de l'advenir de notre humanité. Et bon, là, dans ce cas-ci, on va parler un peu plus de la France. Donc voilà. Je vais laisser Ananta et Fanny se présenter et puis on va pouvoir commencer avec une présentation du paradisme très brève d'Ananta. Merci Michael, bonjour. Alors je m'appelle Ananta, je suis le responsable du paradisme pour la France. Alors le paradisme, eh bien, c'est tout simplement un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de civilisation qui est centré sur l'être humain, sur son bien-être, son épanouissement, son bonheur de vivre, et bien entendu tout cela sans être asservi au travail et à l'argent. C'est donc une grande libération. Merci Ananta. Je suis porte-parole du mouvement pour le paradisme. Le paradisme étant, comme l'a dit Ananta, un modèle de société pour le bonheur des êtres humains, quelles que soient les races, les cultures, les religions. Donc vraiment pour tous. Alors pour commencer, comme je l'ai dit, on va parler beaucoup du coronavirus et de tout ce que ça englobe. Quel est votre ressenti déjà personnel par rapport à ce qu'on vit depuis 1 mois et demi, 2 mois? Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'une situation très particulière que personne ou presque n'a vécue. Pour moi, évidemment, concernant l'aspect médical, je me permettrai pas, mais dès le départ, j'ai ressenti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes de la part des informations qu'on pouvait avoir par l'intermédiaire des médias. Et pour moi, c'est évident que ce n'est qu'une phase pour accéder à une autre phase conçue par ceux qui nous gouvernent réellement, qui pour moi, ce sont une poignée d'êtres humains, des financiers et des PDG de très grosses sociétés, et qui veulent mettre en place tout un système non pas pour le bonheur des êtres humains, mais pour leurs propres intérêts. Et pour moi, le coronavirus ressemble étrangement à une tactique pour excuser, entre guillemets, le collapse économique qui est en train de se produire, mais qui va prendre des proportions énormes. Et là, eh bien, ça sera la bonne occasion pour arriver en sauveur, pour apporter, soi-disant, un revenu universel de bien-être. Mais moi, j'aime beaucoup cette image que j'emprunte à Valérie Bugeaud, qui dit, mais c'est un peu le pompier pyromane qui met le feu discrètement pour pouvoir arriver en sauveur après et éteindre l'incendie. Et pour moi, ce qu'ils vont proposer, quelles que soient les mesures, y compris le revenu universel, c'est pas du tout gratuit entre guillemets, c'est forcément pour rentrer dans une comment dirais-je, dans une pour rentrer dans leur mode de fonctionnement à eux, quoi. Voilà, nous esclavagiser, être complètement dépendants de leur système avec je sais pas moi, avec donc là, un vaccin obligatoire, une puce pour tous les paiements, pour soi-disant notre système de santé. Mais bon, où il n'y a plus aucune liberté individuelle. Et pour moi, ça va complètement à l'encontre de l'épanouissement d'être humain. Oui, tu as énuméré plein de sujets dont on va parler tout à l'heure, c'est génial. Ananta, toi, tu as un point de vue qui se ressemble? Oui, je partage bien sûr tout ce que Fanny vient de dire. Je dirais, je regarderai le côté positif, parce que toujours un côté positif, c'est le yin et yang. Le côté positif, c'est que les personnes, comme vous, comme moi, qui sommes confinés, ont du temps pour se poser les bonnes questions. Jusqu'à maintenant, j'ai perdu ma vie à la gagner. Là, je suis à la maison. Bon, c'est sûr que c'est plus appréciable d'être dans une maison une grande maison avec un jardin que d'être dans un 20 mètres carrés dans une HLM avec 3 enfants. Mais ça n'empêche qu'on se pose des bonnes questions. C'est pour ça que souvent on entend à la télé
des grands discours sur nous devons être tristes de ne pas pouvoir retrouver le monde d'avant. Et quand on voit comment il fonctionne, le monde d'avant, mais on ne peut pas le retrouver. On veut un monde d'après, meilleur, plus humain. Donc, je crois qu'il y a de plus en plus de questions, pas que des philosophes ou des sociologues, des gens lambda, qui commencent réellement à se poser des questions. À quoi ça sert de travailler, d'être esclave, difficilement arriver à payer mon loyer, ma voiture, faire vivre ma famille. Et je pense que justement, là, la Terre est prête à faire que les germes poussent sur le terreau du paradisme. Bon, bah, merci Ananta pour ce point de vue intéressant aussi. Tu abordes aussi d'autres sujets qu'on va aborder ici. J'aimerais qu'on revienne un moment sur cette redistribution. Aujourd'hui, on voit clairement qu'elle est très mal faite. On se demande s'il n'y a pas un avantage pour une certaine catégorie de la population, les grandes entreprises notamment, les grands riches de notre pays. J'aimerais qu'on revienne un peu 1 ou 2 ans en arrière sur la suppression de l'ISF, alors qu'on voit aujourd'hui le ministre du Budget qui fait un appel aux dons pour les hôpitaux. Je trouve ça un peu paradoxal en fait de supprimer cette taxe qui aurait pu financer les hôpitaux. Et puis, on voit aussi peut-être une lueur d'espoir dans certains pays nordiques qui ont décidé de ne pas donner d'aide aux grandes entreprises, qui ont décidé de verser un dividende à leurs actionnaires. Les Français étaient prêts à le faire et finalement, la mention a été au dernier moment supprimée par le Parlement. Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment le paradisme aurait pu nous aider dans cette situation particulière? Alors effectivement, des exemples comme tu viens d'en citer, on pourrait en citer d'autres. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est incroyable. On n'a jamais eu autant de richesses de production de par les nouvelles technologies, que ce soit la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, qui fait qu'il y a une production 24 heures sur 24. Les robots, ça tombe pas malade, ça s'auto-repart tout seul. Ça prend pas de salaire. Bref, on se rapproche de plus en plus d'une production à coût zéro. On n'a jamais été aussi riche et seulement cette richesse reste concentrée entre les mains d'un petit groupe et tandis que des travailleurs qui travaillent durant toute leur vie ont tout juste de quoi survivre. Et ceux qui se retrouvent au chômage ont une situation qui se dégrade de plus en plus. C'est complètement aberrant. Alors que ce que propose le paradisme, c'est un partage équitable de toutes ces richesses, que ce soit d'ailleurs les richesses naturelles ou les richesses de production, qui ne devraient plus être privatisées, ni même nationalisées, mais internationalisées pour une juste répartition entre tous les êtres humains. Parce que nous sommes arrivés à une époque où on ne doit plus raisonner à l'échelle du pays ou même d'un continent, mais raisonner à l'échelle de la planète pour y résoudre des problèmes qui sont justement à l'échelle planétaire. Si on regarde un petit peu notre évolution dans l'histoire, on a d'abord été en tribu, puis en village, et puis en région, et puis en pays. On est arrivé à peu près à l'échelle continentale. On se dirige vers une dimension planétaire. Mais il est évident qu'il faut qu'on arrive à cette dimension planétaire, pas avec le système qu'ils veulent nous imposer, mais avec un système beaucoup plus équitable. Anta, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et pour ce faire, il va falloir très vite mettre en place un système de guidance mondiale. Alors, pas des politiques à coquiner avec justement les détenteurs du maximum d'argent, petit pourcentage qui détient les richesses de la planète, pendant que les autres sont asservis ou sont esclaves. Non, un collège de guidance de sages, ce qui est complètement différent, pas des politiques, des sages. Des sages qui auront pour seul objectif le bonheur de leurs concitoyens, on pourrait dire ça, parlant de citoyenneté mondiale, chercher l'épanouissement. Et ça ne sera pas évident, mais il faut que l'infime pourcentage de personnes qui détiennent actuellement les richesses de la planète
comprennent qu'ils n'ont rien à y perdre. Ils sont tellement riches, ils vont pas pouvoir dormir dans 10 lits en même temps et conduire 15 Ferrari en même temps. Donc, il est intéressant de comprendre que la répartition des richesses ne va rien leur enlever. Ça va donner aux autres personnes et eux, rien leur enlever. Voilà, on ne peut pas conduire 15 Ferrari en même temps. Une, deux, trois, différentes peut-être, et ils ne les conduiront pas en même temps, même si elles sont 15 Ferrari différentes. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est comme le disait justement Fanny, c'est une gouvernance mondiale, parce qu'on s'aperçoit dans le chaos provoqué au niveau de la planète par le coronavirus, que chaque pays prend ses décisions, pas confinement, masque, pas masque, ainsi de suite. C'est une cacophonie pas possible. S'il y avait une gouvernance mondiale, et je préfère dire une guidance plus qu'une gouvernance, par des sages, pas des gens inspirés par des impératifs économiques, mais des gens qui sont vraiment, qui vivent au fond de leur tripe, l'amour de leur prochain et de leur lointain, et qui ne veulent que le bien-être des humains qui vivent sur la planète. Là, il y aurait une cohérence. Une nouvelle fois, c'est l'amour et l'être humain au centre des intérêts et pas savoir si on doit envoyer les petits-enfants à l'école pour libérer leurs parents pour qu'eux retournent en esclavage, vite, faire tourner l'économie. Ok. Alors, ma prochaine question, c'est, tu as parlé de guidance. J'aimerais comprendre plus précisément quelle est la différence entre gouvernance et guidance. J'ai un peu du mal à assimiler cette notion. Le mot est peut-être différent. Je trouve que guidance, j'y reviendrai aussi d'ailleurs pour la différence entre un revenu universel et une allocation universelle. Gouvernance nous ramène toujours aux politiques. C'est ce qu'on vit actuellement, que ce soit une gouvernance nationale, continentale, européenne ou mondiale. Gouvernance, pour moi, ça n'engage que moi, a une connotation politico-économique. Guidance, quelqu'un qui guide, un parent qui guide son enfant dans la vie, enfin, du moins jusqu'à ce que l'enfant s'envole de ses propres ailes, le parent le fait avec amour. Donc pour moi, une guidance, c'est une manière d'orienter une ou des personnes avec amour, avec bienveillance pour son plein épanouissement. Gouvernance, il me reste dans la tête un arrière-goût je te manipule, je te gouverne. Voilà. Bon, après, on joue sur les mots. Je reviens par rapport à la différence entre revenu et allocation. On parle de revenu universel, Fanny en a parlé au début de l'entretien. Je préfère le terme allocation. Un revenu, en règle générale, suppose une contrepartie en échange. Une allocation, c'est donné, et je te demande rien en échange. Voilà. Bon, je sais qu'on peut jouer sur les mots, mais les mots sont importants. Et on a une langue en France qui est quand même assez riche en vocabulaire, donc on peut s'amuser à jouer sur les mots. Alors, je veux bien revenir sur ta question par rapport à la guidance. Effectivement, pour moi, ça n'a rien à voir avec une gouvernance qui suppose une notion de pouvoir sur les autres, alors que dans la guidance, en fait, c'est effectivement, Ananta l'a très bien exprimé, et ça se concrétiserait par des collèges d'êtres humains qui seraient choisis de par leur haut niveau de conscience, d'intelligence qu'on pourrait qualifier de sages, entre guillemets, mais qui seraient juste là pour juste s'assurer que tout est fait, tout est pensé, conçu, et pour le bonheur des êtres humains. Et par rapport, et justement, il y a un lien que tu as fait avec ce dont tu viens de parler aussi, l'allocation universelle de bien-être, qui serait allouée sans contrepartie. Donc, ça veut dire que les gens se sentiraient libres. Et quand on a l'esprit libre, l'esprit devient forcément créatif. Chacun a envie de s'exprimer que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit à travers une œuvre caritative, pour élaborer des plans d'innovation, enfin, peu importe, et quel que soit le domaine sportif, intellectuel, dans tous les domaines. Et je pense qu'on aurait tout à y gagner, parce que non seulement c'est un facteur d'épanouissement individuel, mais aussi collectif, parce que
quand on crée quelque chose, bien sûr, on a envie de le partager. Un artiste qui crée une chanson, il a envie de le partager à son public. Et c'est pour tout, dans tous les domaines comme ça. Donc, tout le monde aurait à gagner. Donc, ça veut dire et c'est pour ça que je rejoins aussi Ananta quand il dit que mais finalement, les riches ne perdraient rien. Bien sûr, parce que la richesse augmenterait encore d'autant plus en laissant chacun exprimer son propre potentiel. Et ce dont on n'a pas parlé encore, mais une notion que j'ai envie d'introduire, c'est par rapport aux génies qui, pour moi, ont leur place fondamentale dans ce système. Bien sûr, indépendamment de tout système économique ou militaire. On est bien d'accord. Des gens qui seraient forcément d'abord et avant tout fonctionnant sur des valeurs profondément humaines. Et pour moi, ce sont ces gens-là qui doivent prendre des décisions dans leur domaine respectif. Ce sont quand même les mieux placés. Et le système de guidance serait juste là, encore une fois, pour s'assurer que tout est pensé, conçu pour l'épanouissement, le bonheur, le confort des êtres humains. Okay. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. Vous avez parlé tous les deux d'intelligence, mais qu'est-ce qui définit cette intelligence? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend des gens intelligents, entre guillemets, on voit des gens qui ont fait l'ENA, on voit des gens qui ont des doctorats et qui font des recherches depuis des années sur n'importe quel sujet. Qu'est-ce qui définit cette intelligence? Quelle est la différence entre l'intelligence dont tu parles et les génies dont tu parles aussi? Alors, pour moi, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études qu'on peut acquérir dans les plus grandes écoles. Absolument pas. Un simple paysan, un simple ouvrier peut avoir un niveau d'intelligence nettement supérieur. Pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose de très pratique. C'est savoir faire le lien entre une cause et un effet et trouver la solution aux problèmes qui se posent, au contexte qui se pose. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, pour moi, avec le niveau d'études. C'est le comportement que cette personne a avec son environnement, mais aussi avec les autres. Pour moi, quelqu'un de profondément intelligent est forcément, dans ma définition, tourné vers les autres. Parce que aussi, ça rejoint cette notion de bonheur. Quand on donne, quand on crée, quand on fait quelque chose pour les autres, ça nous rend heureux. Donc, pour moi, l'intelligence, c'est ça, quoi. C'est basé sur cette notion d'altruisme et cet aspect très pratique de trouver la solution. Ça peut être aussi quelqu'un qui a justement un haut niveau de compétence dans ce domaine-là et qui est d'autant plus à même à trouver les solutions aux problèmes qui se posent, quel que soit le niveau, individuel ou sociétal, régional et même à l'échelle planétaire. Alors avec ça, j'en viens à mon prochain sujet qui est la liberté. En fait, il y a toujours, surtout je pense dans nos sociétés occidentales, la peur d'un nouveau système. On ne sait pas ce que sera un nouveau système. Aujourd'hui, on a l'air d'être très confortable dans notre système qui ne fonctionne pas, sous l'étiquette de démocratie. Qu'est-ce qui fait que le paradigme ne sera pas aussi, je vais être très dur dans mes mots, mais aussi totalitaire que des systèmes qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient chinois ou même français ou américains? C'est des systèmes qui ont des lacunes démocratiques claires. Et on le voit avec ce coronavirus où on a l'instauration de certaines lois et de certaines règles complètement liberticides. Par exemple, cette application Stop Covid qui va tracer les gens un peu comme une étoile jaune. Ça rappelle un peu des idées du passé. Ou les achats de drones en masse de la ville de Nice, les interdictions de sortir, les couvre-feux qu'on peut avoir. C'est improbable d'avoir ce genre de choses dans des sociétés. Qu'est-ce qui va faire que ça sera différent? Comment faire confiance à un nouveau système? Alors, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une première chose. Donc, on a tendance à se dire, oh là, qu'est-ce que ça cache derrière? Souvent, c'est la première réaction de l'être humain, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, cette allocation universelle de bien-être dont Ananta nous a parlé,
elle est allouée sans contrepartie. Ça veut dire qu'il y a cette notion de liberté totale qui est donnée en même temps à l'être humain, qui est libre de travailler ou pas. Bien sûr, ceux qui, entre guillemets, là j'en profite pour glisser une parenthèse, ceux qui travailleraient auraient en plus un revenu, ce qui serait logique. Mais si les gens n'ont pas envie de travailler, c'est leur droit. Et on ne peut pas concevoir un plein épanouissement sans laisser l'individu libre de faire ce qu'il a envie de faire ou de ne rien faire, de voyager là où il a envie, sans frontières. Les frontières, c'est quoi? C'est quelque chose de complètement artificiel qui ne fait que nous diviser les uns les autres. En fait, le paradisme est quelque chose, est un système de société qui unit les êtres humains, contrairement au système dans lequel nous sommes aujourd'hui, où tout est fait au contraire pour nous séparer. Il faut maintenant une distance, j'ai pas le terme distanciation, non, distance sociale entre les êtres humains. Non, mais c'est fou, quoi. Et comme tu dis, on voit toute l'anarchie dans cette manière de gérer les choses où on dépense un budget énorme pour l'achat de drones, d'hélicoptères pour aller surveiller des gens qui ont le malheur d'aller faire un petit plongeon dans la mer ou d'aller prendre l'air un petit peu à la montagne. Mais c'est d'une aberrance totale, alors que ces gens-là ne font ça que pour leur plaisir et renforcer leur système immunitaire en plus, hein, en allant respirer un air pur et en faisant ce qui leur plaît. Donc on voit bien que tout ce qui est fait aujourd'hui n'est pas fait dans l'intérêt des populations. Encore une fois, ça ramène toujours à l'intérêt de ce petit groupe qui nous gouverne et qui veut de plus en plus effectivement nous esclavagiser. Et le paradisme est vraiment fondé sur l'épanouissement individuel qui forcément implique et amène l'épanouissement collectif. Je vais revenir à ta question d'avant qui va se connecter à la question sur la liberté. Pour moi, l'intelligence des futurs sages, du collège des sages, de la guidance mondiale, ça sera ce qu'on appelle communément l'intelligence du cœur. Comme le disait Fanny, effectivement, on s'aperçoit très bien que nos énarques, tous ces élus qui ont suivi des grandes écoles, pensent beaucoup avec un cerveau très cartésien, en termes de chiffres, de pourcentage, de ratio, alors pas en termes d'humain, et donc c'est la tête qui parle, le cerveau très pensant, très cartésien, mais qui a complètement oublié d'être humain, et non pas le cœur, comme on dit populairement, l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, elle ne peut que privilégier la liberté. L'intelligence du cœur, c'est l'amour inconditionnel. C'est se poser la question même de se dire, et c'est ça que devront être les futurs sages, un des critères, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre heureux mon lointain, mon prochain. Et c'est même la question qu'ils devraient se poser avant de se poser la question, qu'est-ce que je devrais faire pour être heureux moi? Alors, comme le dit fort justement Fanny, on ne peut pas donner aux autres si on ne se donne pas à soi-même. On suppose que les sages seront des gens qui seront pleinement épanouis, heureux de vivre, et du coup, vont déverser cet épanouissement et ce plaisir de vivre dans de l'amour inconditionnel qu'ils vont apporter autour d'eux. Et automatiquement, la liberté découlera de ça. On comprend qu'à l'heure actuelle, limitée par des dictats économiques, militaires, ça peut pas fonctionner. Donc, ça peut être que restriction de liberté en liberté. Je pense que les restrictions de liberté que nous vivons actuellement ne sont hélas que le début, et nous devons être très vigilants pour la suite. Ok. Est-ce que je peux me permettre, j'aurais rajouté aussi, par rapport à ta remarque, par rapport à la peur que les gens peuvent avoir par rapport à ce nouveau système et les questions qui peuvent se poser. Pour moi, j'ai un argument qui est là et qui normalement devrait vraiment rassurer, dans le sens où, pour moi, notre humanité, c'est comme un grand organisme composé de cellules que sont les êtres humains. Et si on regarde comment fonctionnent nos cellules à l'intérieur de notre corps, chaque cellule fait exactement ce pourquoi elle est faite. Et elles œuvrent toutes
en parfaite collaboration les unes avec les autres. Et c'est ce qui permet cet état d'homéostasie, cet état d'équilibre qui fait qu'on a une pleine santé, vitalité, etc. Et bien, si on transpose ça maintenant au niveau des cellules que sont les êtres humains dans cet organisme qu'est l'humanité, à savoir que chaque être humain fait exactement ce pourquoi il est fait, on a toutes les chances de faire en sorte que notre humanité retrouve un état de santé, de bien-être, d'équilibre qui est complètement perdu aujourd'hui, quoi. Intéressant. Il y a une phrase qui nous a tous touchés, qu'on soit pour le paradisme ou pas, que Macron a prononcée à maintes reprises dans ses discours, c'est « Nous sommes en guerre ». J'aimerais avoir votre avis là-dessus et quelle est la place de la guerre dans le paradisme? Il est clair qu'il n'y a pas de place pour la guerre dans le paradisme. C'est logique, à partir du moment où la guidance mondiale est une guidance d'amour inconditionnel, qui apporte un plein bonheur, un plein épanouissement aux populations de la planète. Il ne peut pas y avoir de jalousie par rapport à un pays voisin, par une ethnie voisine ou une autre race, puisque de toute manière, tout le monde reçoit le bénéfice du partage. Alors, on pourra discuter plus tard de comment on va générer ce partage et qu'est-ce qu'on va partager et qui va fabriquer ce qu'on va partager. Là, on va aller plus loin après dans le paradisme. Mais à partir du moment où j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, pour assouvir tous mes besoins, que ce soit les besoins primaires d'alimentation, d'un toit sur la tête, de pouvoir m'habiller ou me chauffer si je suis dans un pays où il fait froid à certains moments de l'année. Pourquoi devrais-je être jaloux du voisin ou du pays voisin ou de l'homme de couleur voilà. Non, tout le monde aura droit à tout ce qu'il veut et tout ce dont il a besoin pour s'épanouir. Donc, pas de jalousie, donc pas de violence. Et en fait, ce sera un monde de bienveillance. Dans la guidance, l'amour inconditionnel suppose, bien entendu, vous l'avez compris, la bienveillance. Donc, bienveillance égale non-violence, égale pas besoin de militaire, donc ça fera déjà de l'argent à récupérer pour redistribuer à des personnes, et le bonheur de vivre. Une petite anecdote, je l'ai encore eu ce matin. J'habite un endroit en Bourgogne où il y a beaucoup de... On est sur une ligne, je ne sais pas comment on appelle ça, où on vole des avions militaires. Depuis le début du confinement, alors les 2-3 premières semaines, pas trop, mais là, depuis 2 semaines, régulièrement, il en passe 5 ou 6, alors je crois que c'est des nuages, au-dessus de nos têtes. J'ai envie de poser la question à nos autorités, mais on est tous confinés. On ne risque pas de se faire la guerre. Comment se fait-il qu'on fait voler des avions quand on connaît le coût du vol d'un Mirage? Pourquoi fait-on voler des avions de guerre alors que nous sommes tous confinés sur la planète? Point d'interrogation. Voilà, c'était une petite anecdote. C'est très anecdote. Je voudrais juste, tu parles de l'armée. J'ai un chiffre intéressant, c'est l'ONU qui disait que en fait, le budget annuel de l'armée dans le monde, c'est 1600 milliards de dollars par an. Et cette même étude, en fait, nous dit que pour éradiquer la faim dans le monde, il faudrait par an 30 milliards. Et pour éradiquer la grande pauvreté, 70 milliards. Donc c'est très peu, très très peu d'argent comparé à ces 1600 milliards qui sont colossales. Donc on voit que la guerre, l'armée a encore une place très très importante. Comment faire pour se débarrasser de ça, pour passer à autre chose? J'ai envie de dire effectivement que c'est pas anodin les termes utilisés par Macron, hein, nous sommes en guerre, c'est vraiment pour préparer la population à des mesures qui sont dignes d'un état de guerre, en fait. Hein. Et c'est ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on est dans cet état de confinement qui a eu, comme l'a dit Ananta tout à l'heure, ce côté très positif, qui a ce côté très positif parce que ça permet justement aux gens de se poser de vraies questions en étant chez eux. Mais finalement, c'est quoi la vie, quoi? Est-ce que c'est la vie qu'on a menée jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, il y a
de plus en plus de gens qui se posent énormément de questions, et c'est tant mieux, quoi. Et c'est tant mieux aussi que de plus en plus de choses sont révélées au grand jour. Le gouvernement Macron aurait, je crois, une trentaine de procès sur. Voilà, et c'est tant mieux que tout ça se sache. C'est pour moi la seule possibilité pour que les gens, que toutes ces vérités se répandent et que les gens prennent réellement conscience qu'on est dans un système qui n'est pas du tout, qui ne répond pas aux lois universelles de la vie, quoi, qui ne va pas du tout dans le sens du bien-être, de l'épanouissement de la race humaine, mais aussi de la race animale et végétale. On est en train de détruire complètement, de ravager notre planète, et en même temps, on est en train d'affaiblir nos organismes, quoi, avec ce mode de vie. Donc, on voit bien qu'on est dans un système qui ne va pas du tout dans le sens de la vie elle-même, tout simplement. Alors du coup, Pardon. Excuse-moi, je voulais rebondir. Tu parlais de budget, et en l'occurrence de budget militaire, et on sait qu'il est faramineux. Je rapprocherais cela d'une question que l'on nous pose souvent, c'est par rapport à l'allocation universelle de bien-être, comment vous pensez pouvoir financer cette allocation CQFD? La réponse, elle est déjà toute trouvée. Si, ne serait-ce qu'en France, on prenait le budget militaire, je pense qu'on sait très bien où est-ce qu'on va trouver le budget pour financer l'allocation universelle de bien-être. C'est un des budgets parmi les autres qu'on pourrait gratter, trouver à droite à gauche, mais je pense qu'il est déjà énorme. Hein. Tu as donné des chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà. Alors du coup, on continue sur l'armée. C'est hyper dangereux, j'ai envie de dire, de parler de réduction de budget de l'armée. On le voit, il y a 2 ans, Macron il a essayé de baisser un peu le budget de l'armée de quelques millions, et ça a déclenché tout un scandale militaire, politique. Comment on fait avec cette armée qui ponctionne aussi cet argent? Il y a une industrie militaire qui est très très forte. Comment peut-on les amener, ces gens en tout cas, à accepter que le monde va changer en fait? Bien sûr. Je crois en tout cas en ce qui concerne la France, notre première industrie doit être l'industrie pharmaceutique et la deuxième est l'industrie de l'armement. Donc ça génère des profits colossaux et ils n'ont pas envie qu'on supprime les armées, les militaires et surtout les armes qu'ils vendent à ces armées, quoi. Une nouvelle fois, ça rejoint ce qu'on disait tous auparavant. À partir du moment où on instaure un système économique où tout le monde a de quoi vivre largement, ça ne veut pas dire que c'est... Bien entendu, derrière les grosses firmes fabricants d'armes, il y a bien entendu des gens qui ont énormément d'argent et qui en gagnent encore plus. On a tous vu le film Le Seigneur de la Guerre. Possiblement en faisant comprendre à ces gens-là que de toute manière, ils auront toujours de quoi avoir de l'argent et de vivre. À partir du moment, je vais m'expliquer plus peut-être, à partir du moment où chaque être humain sur la planète a largement de quoi pouvoir vivre aisément pour s'épanouir, pour ne pas être inquiété du lendemain ou sur sa santé ou l'éducation de ses enfants, la santé de ses enfants, après que je reviens à mon quota de Ferrari, mais si ça leur plaît d'avoir 15 Ferrari dans un garage poussiéreux, c'est votre choix. À partir du moment où ça ne leur enlève rien. Donc, on peut penser qu'à ce moment-là, se disent à quoi ça sert de gagner encore plus d'argent en vendant des armes qui risquent de déclencher des guerres, mais vu comme on est dans un monde où les gens sont épanouis et n'ont absolument pas envie de se tirer dessus, finalement, plus personne ne va acheter d'armes. Donc, à quoi ça sert que j'essaie de financer une entreprise qui fabrique des armes? Je vois un peu comme ça. Ça va s'écrouler de soi-même, puisqu'à partir du moment où les gens n'ont plus envie de faire la guerre, ils n'ont plus envie d'acheter d'armes, donc il n'y a plus besoin d'armée, et du coup, la société qui fabrique et vend des armes, entre guillemets, elle fait faillite. Il fabriquera, je ne sais pas, moi, des peluches qui donnent de l'amour. Alors en fait, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu viens de dire parce que
oui, ça va s'écrouler de soi-même à partir du moment où les populations vont prendre conscience réellement du système dans lequel on est. Parce qu'effectivement, le changement ne viendra pas de tous ces gens, hein, de tous ces militaires, de tous ces gens qui sont au pouvoir, de tout. Eux, ils veulent pas, parce que eux, ce qui les motive, c'est le pouvoir, justement. Plus ils en ont, plus ils veulent en avoir. Donc, il est évident que le changement ne viendra pas d'eux. Le changement viendra à partir des populations uniquement. Et à partir du moment où les populations, il y aura suffisamment de monde conscient disant non, mais nous, on veut pas de ça, là, du coup, ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront qu'être mis devant le fait accompli et effectivement accepter un autre mode de société qui leur sera tout aussi bénéfique. Non, pas dans leur sens à eux, bien évidemment, puisque eux veulent avoir le pouvoir sur nous. Alors que le paradisme, c'est justement à l'opposé de cette notion de pouvoir. C'est donner le pouvoir, mais le pouvoir au peuple, le pouvoir individuel, que chacun reprenne son propre pouvoir. Et donc, le changement ne peut venir que des populations, à partir des populations. Et progressivement, entraîner tout le reste de la société, toutes les couches de la société. Tu penses que ça viendra de quelle manière? Plus une révolution dans la rue ou plus un boycott de vote ou un vote démocratique d'une personne qui se présentera avec ses idées Alors, j'ai aucune idée de comment ça peut se présenter. Je suis pas devin. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est que j'ai vraiment cette sensation, et c'est pas qu'une sensation, il y a une élévation de la conscience qui se produit en ce moment. Justement, c'est fou. Aussi, j'ai envie de dire entre guillemets grâce à ce coronavirus. Enfin, excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais ce confinement a provoqué chez énormément de personnes des prises de conscience, justement. Et ça, c'est un phénomène qui, quand il a commencé à se mettre en route, peut prendre une ampleur. Moi, j'aime beaucoup, je prends très souvent cet exemple. Imaginez une solution chimique, on verse des gouttes dedans, il se passe rien, puis d'un coup, au bout de la énième, paf, la solution change complètement. Ben moi, je pense que ça va se passer comme ça, mais je ne sais pas de quelle manière. Mais que plus le niveau de conscience va augmenter, parce que maintenant que c'est parti, ce phénomène, ça ne peut que s'amplifier. Et arrivera un moment où, paf, ça va entraîner l'ensemble des populations. Quand on a vu le mur de Berlin tomber, personne s'y attendait. Et pourtant, ça couvait. Mais paf, 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 il s'est passé quelque chose. Puis tout d'un coup, paf, le mur est tombé, quoi. Et moi, je pense ça va être quelque chose de similaire à une autre échelle, parce que là, ça serait vraiment l'échelle de la planète. Mais je reste confiante, optimiste. Mais sans pouvoir dire, bien sûr, comment ça va. Il est fort possible qu'on ait encore des secousses violentes avant d'en arriver là, parce que c'est aussi ces secousses-là, malheureusement, on doit passer par là pour provoquer ces prises de conscience. Mais j'espère qu'on n'en aura pas besoin de trop nombreuses et trop fortes pour qu'il y ait un niveau de conscience suffisant et général pour pouvoir enfin passer à autre chose, quoi. En parlant de prise de conscience, je pense que ça passera, je reviens par rapport aux militaires et aux armées, ça va passer aussi par une prise de conscience des populations que on joue avec le feu. À l'époque où on se battait aux épées, pistolets, aux canons, aux lance-flammes, je ne sais quelle horreur, voilà. Mais on est à un stade où on a accumulé tellement d'armes atomiques que demain on peut signer l'autodestruction de l'humanité. Alors je dis bien de l'humanité, pas de la planète. Parce que la planète, elle, on met des parasites sur son dos. La preuve, c'est qu'elle nous fait comprendre qu'elle commence à en avoir un peu marre, un peu comme un chien avec des pupus. Quand la population aura compris qu'on vraiment on est sur une poudrière et qu'on risque de s'autodétruire, parce que c'est quand même la deuxième possibilité. La possibilité la plus positive, la plus merveilleuse, c'est le paradisme. La mise en place du paradis, c'est-à-dire créer un paradis clair sur Terre. La deuxième option, c'est de faire tout péter qu'on se reste tout péter. Donc je pense que quand les personnes ont vraiment tous compris, et c'est en train de se passer, j'aime beaucoup
avec le traité d'interdiction des armes nucléaires, où de plus en plus de pays viennent ratifier ce traité. Alors, bien entendu, les 5 grands, dont la France, bien sûr, ça ne les intéresse pas. C'est un business formidable, puis ça continue de faire peur, donc c'est bien, avec la peur, on manipule les foules. Mais de plus en plus de pays ratifient ce TIAN, ce traité. Et à un moment, je pense qu'on va arriver à un point de bascule où vraiment on va supprimer toutes les armes nucléaires sur la planète. Donc déjà, réduire un gros risque d'utilisation d'armes complètement autodestructrices. Et, comme le disait Fanny, oui, le niveau de conscience de la population est en train de s'élever et les gens se posent des bonnes questions et ne font plus les autruches et ne veulent plus être parqués et emmenés comme du bétail à qui on demande de ne pas réfléchir et de sauter comme des bouquins de panier. J'aimerais terminer sur une note positive sur tout ce qu'on a dit, sur ce qu'il adviendra si le paradisme est mis en place. Et pour ça, j'ai sélectionné deux citations. Une de Tom Hodgkinson, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a publié L'art d'être oisif dans un monde dingue en 2008, où en fait il recompose nos journées puritaines et capitalistes, comme il les appelle, en journées joyeuses. Et du coup, il imagine des journées qui commencent par un bon réveil, qui inclut aussi des vices immoraux qu'on a aujourd'hui, comme la sieste, l'heure du thé, la pêche, le tabac, la révolte, le sexe, la fête, la méditation, le sommeil et la rêverie, qui pour lui est au cœur de tout. Et une citation de David Graeber, qui a publié Bullshit Job ces dernières années, et qui dit, par rapport au travail, ce n'est pas un appel à abandonner le travail, mais à trouver le sens d'un travail qui serait enrichissant et créatif. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ah bah beaucoup, c'est complètement ça. C'est exactement ça, quoi. C'est drôle parce que ces jours-ci, j'ai regardé la définition du mot humanitarisme sur Internet, mais j'en croyais pas à mes yeux. Alors, je ne l'ai plus en tête, allez voir par vous-même, mais jugé complètement utopique, vain, voire dangereux. Non, mais c'est là où on voit comment on a été conditionné depuis des siècles à formater un mode de pensée où il est difficile d'imaginer ce monde que le paradisme trop prône et pourtant qui est à notre portée aujourd'hui, quoi. On a atteint un niveau scientifique, technologique qui fait que c'est possible. C'est juste une question de choix. Et bien sûr, tout ce que tu viens de décrire, c'est la vie qui nous attend au sein du paradisme, quoi. Ananta. Dans tout ce que tu viens de citer, alors on enlève le cadre spécifique du confinement qui limite nos libertés, on est d'accord, mais les gens comme toi, comme moi, comme famille, sont en train d'ouvrir la fenêtre à travers le confinement pour avoir cette vue-là. Moi, j'ai beaucoup d'amis, quand on téléphone, qui me disent « J'avais jamais le temps de faire la sieste, pourtant c'est quelque chose dont je rêvais, je peux faire la sieste. » J'en ai qui me disent, j'en fais partie, il faut que j'apprenne à m'ennuyer. Parce que j'ai tellement eu l'habitude, il faut s'occuper, qu'à un moment, maintenant, je me pose, alors je médite, et avec la cigarette dans ce que tu as cité, qui bon, est un poison, mais méditer, faire du yoga, regarder le petit oiseau qui est en train de faire un bisou à un papillon sur une branche de lilas, voilà, c'est ça. Donc, comme disait Fanny, le côté positif vraiment du confinement, si on enlève ce côté barrière des libertés qu'on nous a mis en place, enfin, qu'on a brisé la liberté pour nous mettre des barrières, c'est une fenêtre, on a entrouvert, les gens ont entrouvert une fenêtre, ils se disent mais c'est possible, et je pense que c'est vraiment le premier pas vers la mise en place du paradis. Ça va pas être pour demain, il va y avoir des tiraillements, bien entendu, les gens qui nous dirigent, ceux qui ont le pouvoir, on parlait de Fanny, pas envie de lâcher la brique comme ça. Mais je pense que pour une majorité de personnes, le fait d'avoir entrouvert la fenêtre, ils se sont aperçus du paysage qu'il y avait à l'extérieur et que ça peut être possible. Alors, voilà, je terminerai sur cette note positive. Mais oui, ouvrez grand la fenêtre, c'est possible. J'ai envie de dire que
ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain, c'est un peu la responsabilité de chacun d'entre nous Oui, de pouvoir faire bouger les choses. oui, tout à fait. Bah, écoutez, on est déjà à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. De l'espoir pour les personnes Toi. qui nous écoutent et qui peut-être se disent nos futurs, comment on va s'en sortir, je peux comprendre. Hein. Il faut savoir aussi que d'être coupé des liens sociaux, de ne pas pouvoir discuter avec ses voisins, sa famille, qui est peut-être à l'autre bout du pays, ça commence à être très lourd à peser hein, au niveau du psychisme. Donc, il y a de l'espoir. C'est une épreuve, oui, mais c'est une étape possiblement nécessaire pour aller vers le paradisme. À une certaine époque, quelqu'un disait les utopistes, quelqu'un d'autre avait répondu, mais quelqu'un d'utopiste est quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. Et bien voilà, on est des utopistes, sûrement, et on voit plus loin que le bout de notre nez, grâce effectivement à l'éclairage qui nous est apporté par votre philosophie. Mais ne laissez pas la fenêtre entrouverte, ne la refermez surtout pas en vous disant bon, on va retrouver le monde d'avant. Ouvrez-la en grand, prenez des grandes inspirations, on y va. Et je rajouterais juste, j'inviterais volontiers les gens à éteindre leur télé. Super. Très beau mot de fin. Vous voulez vous jeter par la fenêtre, regardez BFM. Merci à vous deux, merci Ananta, merci Fanny. Merci. Et puis j'espère à bientôt. Et puis peut-être qu'on se reverra pour un autre épisode. Avec plaisir. Avec plaisir, quand tu veux. Merci. Au revoir tous les deux. Bye bye.